Voilà, je vais vous parler donc de la biodisponibilité du cuivre dans les sols, qui est une vieille histoire. Enfin, pour moi, c'est une vieille histoire. Je ne travaille plus là-dessus, mais j'ai travaillé quelques années dessus, et c'est une vieille histoire pour nous collectivement, puisque le cuivre, on a commencé à l'utiliser, à découvrir ses vertus fongicides, en fait, au XIXe siècle, en 1875, au travers de la bouillie bordelaise, et de la bouillie bourguignonne d'ailleurs. Pendant de nombreuses décennies, de nombreuses années, on a fait des apports importants, variables, suivant les conditions, la pression du milieu en particulier, mais des apports qui pouvaient atteindre jusqu'à une quinzaine d'apports par an, à 2 ou 3 kilos de cuivre métal à chaque dose. Ça veut dire jusqu'à une cinquantaine de kilogrammes de cuivre métal par hectare et par an, donc des doses extrêmement importantes. Qui ont résulté en une accumulation importante de cuivre dans les sols. Et c'est de ça que je vais vous parler. Vous avez déjà des chiffres qui sont indiqués ici. Des concentrations normales en cuivre dans les sols, on va y revenir, c'est 10 à 30 mg par kilogramme. Et dans les sols viticoles en particulier, pas seulement dans les sols viticoles, mais en particulier dans les sols viticoles, on a fréquemment des concentrations de l'ordre de quelques centaines de milligrammes par kilogramme, liées à ce long historique d'utilisation de fongicides à base de cuivre. Alors, petit retour en arrière, le cuivre quand même, faut préciser une chose importante, c'est que c'est un élément essentiel à la vie, à tout organisme vivant, c'est un micronutriment ou oligoélément si vous préférez. Donc il est nécessaire pour tous, du moindre micro-organisme jusqu'aux êtres humains. Mais c'est aussi un élément qui est toxique à très faible concentration, et c'est ce qui lui a conféré ses vertus de pesticide. Et pesticides, l'étymologie, c'est bien tuer des parasites. La cible initiale, c'est les fongicides, mais le cuivre, il se trouve que les sels de cuivre ont un spectre relativement large. Et puis de toute façon, comme tous les pesticides, malheureusement, ils affectent aussi des organismes non cibles. Et donc ainsi, au final, la qualité des sols, l'ensemble de ces constituants de la qualité des sols qu'a évoqué Edith. Alors le lien entre le cuivre et la viticulture, j'aime bien le montrer au travers de ces cartes qui sont maintenant issues, il y en avait d'autres, issues de la base de données d'analyse des sols, et puis maintenant on a les outils du réseau de mesure de la qualité des sols, le RMQS, qui a fait une cartographie systématique des propriétés des sols sur toute la France, et voilà, on peut se faire facilement la géographie de la viticulture en France quand on regarde les teneurs en cuivre totales. Ou, si vous préférez, les teneurs en cuivre disponibles avec la méthode EDTA, c'est une des méthodes. Donc là, on voit quand même très très bien que voilà, notre belle région, Languedoc-Roussillon, est toute bleue, enfin noire sur cette image, indicatrice qu'il y a énormément de cuivre disponible dans les sols de la région Languedoc-Roussillon, mais aussi, vous voyez qu'il y a le Bordelais qui est bien représenté, Cognac, la Vallée de la Loire, la Bourgogne. Voilà, donc on voit assez bien le lien ici entre viticulture et cuivre. Bon, plus globalement, il y avait une étude antérieure à ce réseau de la mesure de la qualité des sols qui avait été faite par Denis Bèze sur un assez grand nombre d'échantillons, 550, qui avait permis de montrer que, en gros, en excluant de ces sols des sols a priori de vignobles, 90% des sols présentaient des teneurs en cuivre entre 5 et 28 mg par kilogramme, avec une médiane à 14. Et puis des études. Donc ça c'est normal, il y a du cuivre dans les roches, dans la roche-mère, il y a donc du cuivre dans les sols, c'est en l'absence de toute pollution. C'est une d'ailleurs des difficultés pour étudier le cuivre par rapport à d'autres pesticides. Et par contre, des études plus récentes, maintenant qui datent un peu, qu'on a faites dans la région, dans la région Languedoc-Roussillon, sur des sols viticoles, ont révélé que les concentrations sont bien au-dessus de ce qu'on a normalement dans les sols, puisque vous voyez qu'on atteint des valeurs qui peuvent aller jusqu'à 300-400 mg par kilogramme, avec une médiane sur ces deux petites études qui se situe aux alentours de 150, c'est-à-dire 10 fois plus que dans des sols non contaminés. Et puis il y avait une étude un peu plus exhaustive en Allemagne, dans une région beaucoup plus sensible au mildiou, avec des apports qui ont été plus réguliers, où on voit que là on est encore à des valeurs supérieures, on atteint jusqu'à 600 mg par kilogramme, et une médiane qui est à plus de 300
Donc vraiment des valeurs très élevées. On va voir après ce que ça peut avoir comme impact, ce type de teneur. Et puis plus récemment, on a refait une étude dans la région, parce qu'une des caractéristiques du Languedoc-Roussillon, c'est qu'il y a eu un énorme arrachage. C'est le cas de peu d'autres régions viticoles, c'est le cas de la région de Cognac. Et donc du coup, on se pose des questions, les agriculteurs nous ont posé des questions, vous verrez des exemples d'impact sur d'autres cultures qui sont visibles. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a étudié notamment dans une petite étude qui a été faite dans la région de Béziers, sur une gamme de sols très très large en termes de type de sol. J'y reviendrai, et dans laquelle on a retrouvé des valeurs assez identiques aux autres. Mais par contre, on a trouvé 2 points extrêmes, un à 540, l'autre à 1030 mg par kilogramme. Et je reviendrai sur ces points particuliers. Donc voilà, vous voyez qu'on est dans les sols plutôt dans des gammes qui sont entre 150, on va dire, les plus faibles, et 500, le plus souvent, milligrammes par kilogramme. Alors qu'on devrait être aux alentours d'une dizaine, une quinzaine de milligrammes par kilogramme. Alors ça, c'était le cuivre total dont je vous ai parlé. En fait, une des difficultés qu'on a par rapport à de nombreux éléments dans les sols et les pesticides en général, c'est de faire la distinction entre le total et ce qui est réellement disponible. Alors, on peut débattre de ça très longtemps, mais ici, c'est un des indicateurs du cuivre disponible. Et je vous ai montré cette relation qui a été établie sur 34 points distribués sur le Languedoc-Roussillon, sur un réseau de sols viticoles conduits en agriculture biologique, pour montrer que très, très souvent, c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire absolument aucune relation entre le cuivre total, qui est ici en bas, et le cuivre disponible. Donc avoir une information sur le cuivre total, ça veut dire que ça ne renseigne pas vraiment sur ce qui est disponible. Vous avez des situations, ici vous avez beaucoup de cuivre total et finalement peu de cuivre disponible, et puis ici une situation où vous avez un niveau de cuivre total bien plus faible, mais pourtant une disponibilité forte. Alors ça peut s'expliquer par d'autres paramètres du sol, et en particulier le pH, pour le cuivre comme pour tous les métaux, est un paramètre extrêmement important qui explique très largement la disponibilité. C'est les mêmes points qu'avant, sur ce graphique. Simplement, on les a représentés ici. J'ai fait simplement le ratio entre le cuivre disponible et le cuivre total. Ça aurait donné à peu près la même chose si j'avais juste mis le cuivre disponible. Et le pH. Et on observe très clairement que là, cette fois-ci, il y a une relation. Elle n'est pas parfaite, parce que c'est quand même une gamme de types de sols très très différents, qui diffèrent par plein d'autres choses. Mais il y a quand même une relation assez nette qui s'établit et qui montre qu'au-delà de pH 5, on a toujours une disponibilité en cuivre faible, très faible. Par contre, on voit que lorsque le pH diminue, en dessous de 5, et en sol viticole, c'est assez fréquent de rencontrer des sols acides. Ça dépend des régions, ça dépend de la roche-mère, mais il y en a un certain nombre de terroirs en Languedoc-Roussillon. Pardon. Dans ce cas-là, on voit qu'on a une augmentation très forte de la disponibilité. Ça veut dire, en d'autres termes aussi, qu'on peut corriger, modifier la disponibilité, manipuler la disponibilité simplement avec une pratique assez conventionnelle en agriculture, notamment quand on a des sols acides, ça n'a de sens que dans ces sols-là, c'est le chaulage. Donc là, c'est une petite expérience qu'on a fait en partant d'un point sur le bassin de Rougeant, à côté de Pézenas, où on avait un sol très acide, 3,7. Il n'y a pas besoin d'être sur des matériaux schisteux pour avoir des sols très acides. Et en fait, en apportant des doses croissantes de chaux, on a obtenu à peu près le même graphique que ce que je vous ai présenté avant, sauf que là, on a un seul sol. Et du coup, on voit très bien une relation de très bonne qualité apparaître, qui illustre à nouveau qu'au-delà de pH 5, on a une disponibilité qui est très faible, mais qu'à pH acide, inférieur à 5, si le pH diminue, la disponibilité peut augmenter de façon très importante, puisque en gros là on a un sol qui contenait 150 mg par kilogramme de cuivre total. Vous voyez que c'est de l'ordre de 1 mg, donc moins de 1%, qui est disponible au-dessus de pH 5, alors que quand on arrive à pH 3,7, le pH initial du sol, on a pas loin de 10% du cuivre total qui est disponible. Donc un effet très net du pH. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça concerne finalement le haut de cette représentation qui illustre que la difficulté sur les pesticides en général, sur les éléments minéraux, qu'ils soient nutritifs ou polluants, c'est qu'en fait, il y en a une partie dans le total qui est présente dans le sol, qui est susceptible de passer en solution, et au final d'être éventuellement mobilisée par des êtres vivants, donc d'être biodisponible.
Donc c'est ce qu'on essaye de mesurer avec des indicateurs de disponibilité, c'est la fraction du total qui est susceptible de passer en solution. Mais ce que je vais vous montrer, en fait, c'est que l'enjeu, c'est pas tellement de connaître ce qui est disponible, c'est de connaître ce qui est biodisponible. Et en fait, ce qui est biodisponible, c'est défini comme finalement le flux de d'un polluant, par exemple, d'un pesticide, du cuivre, qui est susceptible d'être absorbé par un être vivant. Et de fait, la biodisponibilité est totalement en fonction de l'être vivant qu'on considère. Il n'y a pas la biodisponibilité du cuivre dans le sol, ça ne veut rien dire. Il faut toujours l'exprimer par rapport à un organisme donné. Parce que ces organismes, ils diffèrent en fonction, notamment par leur capacité d'absorption. Et pas seulement. Ce qui a été aussi montré, je vais vous l'illustrer, c'est que tous les organismes vivants dans le sol modifient le sol dans leur proche environnement. C'est ce qu'on appelle une zone à proximité des organismes qui est bio-influencée. Et c'est une zone, en fait, où les organismes ont la capacité, plus ou moins forte, de modifier, en l'augmentant ou en la diminuant, la disponibilité des éléments, des polluants éventuellement, comme le cuivre. Et donc ça va jouer évidemment, in fine, sur leur capacité d'absorber ces éléments. Là, typiquement, je vais vous montrer des exemples d'abord qui concernent la plante, puisque c'est mon domaine d'expertise, où on a montré que justement la zone bio-influencée par les plantes, ce qu'on appelle la rhizosphère, l'environnement immédiat des racines, c'était une zone où on peut avoir des modifications considérables de la disponibilité du cuivre. Et la grande surprise qu'on a eue, donc, c'était de constater finalement, je vous ai évoqué tout à l'heure le cas où on avait travaillé sur une quarantaine de parcelles dans la région de Béziers, qu'on avait choisi dans cette région parce que sur une distance très très courte, on avait des sols très acides, jusqu'à de l'ordre de 4, et des sols calcaires, donc 8. Donc une très large gamme de pH, alors que je vous ai montré le pH joue normalement de façon très importante sur la disponibilité du cuivre. Et donc ce qu'on a fait, c'était des sols qui n'étaient plus viticoles, qui étaient emblavés avec du blé dur. On a travaillé sur ces sols parce que les agriculteurs rencontraient des problèmes que je vais vous illustrer, de toxicité. Et on a essayé de comprendre les raisons de ces phénomènes, derrière ces phénomènes de toxicité. Et notre grande surprise, quand on a essayé de mesurer le cuivre biodisponible, donc le cuivre qu'on retrouvait ici dans les racines, dans les végétaux, c'est souvent dans les racines qui s'accumulent le plus, notre grande surprise, c'est qu'on a trouvé une assez bonne relation avec le cuivre total, et quel que soit finalement le pH du sol. On s'attendait à ce que, évidemment, la biodisponibilité soit beaucoup plus forte en sol acide, hein, comme l'est la disponibilité, qu'en sol calcaire. Et là, vous voyez bien que les deux couleurs, là, blanc et les rouges, se superposent. Il n'y a pas de différence entre les sols calcaires et les sols acides en termes de biodisponibilité pour cette plante, c'est le blé dur. L'autre surprise, c'était finalement de constater ça. C'est pour ça qu'on a fait cette étude initialement avec Philippe Braun à Arvalis, qui nous avait alerté là-dessus, et un certain nombre d'agriculteurs qui faisaient ce type d'observation, des tâches parfois localisées ou très grandes dans des parcelles de blé dur, à peu près à cette saison de l'année. Et parfois, on observe même des choses qui ressemblent étrangement à des rangées de vignes, sur des parcelles qui avaient un antécédent viticole. Et donc on a fait la cartographie de ces parcelles, regardé la disponibilité et la biodisponibilité du cuivre. Ce jaunissement qu'on observait de loin, en fait, en regardant de près, c'était typiquement les symptômes d'une chlorose ferrique, qui est normalement pas du tout un problème sur le blé dur, qui est une plante très adaptée au sol calcaire. Et donc un phénomène qu'on n'observait que en sol calcaire. Là aussi, c'était très surprenant d'avoir quelque chose que les agriculteurs interprétaient comme une toxicité du cuivre dans des sols où normalement la disponibilité du cuivre est minimale. Le problème, c'est que dans ces sols-là, la disponibilité du fer est minimale aussi. Et que chez ces plantes-là, chez les céréales, comme le blé dur, le cuivre et le fer utilisent les mêmes voies pour entrer dans la plante. Et donc ce qu'on a mis en évidence, c'est un antagonisme entre le fer et le cuivre. Ce que vous avez ici, c'est la teneur en fer dans les racines en fonction de la teneur en cuivre dans les sols. Et ce qu'on voit très bien, c'est que plus la teneur en cuivre dans les sols augmente, plus la teneur en fer diminue. C'est typiquement une relation de type antagonisme et qui s'explique par le fait que quand il y a plus de cuivre, du fait de la contamination de ces sols, eh bien c'est le cuivre qui rentre préférentiellement dans les racines et qui prend la place du fer, puisqu'il utilise les mêmes transporteurs, limitant finalement l'entrée du fer et se traduisant par ces phénomènes de chlorose ferrique qu'on a pu observer. Les points en rouge sont ceux où on avait des plantes très très chlorosées et qui correspondent tous à des situations avec du cuivre élevé dans le sol et des teneurs en fer minimales dans les plantes.
Un autre point à l'opposé de ça, parce que dans les surprises qu'on a eues, c'était d'une part constater qu'on avait des problèmes de cuivre en sol calcaire, mais aussi constater qu'on avait finalement une biodisponibilité bien plus faible que ce qu'on attendait en sol acide. C'était surtout encore plus ça la surprise. Alors là, c'est une étude qui a été faite en conditions contrôlées au laboratoire dans un dispositif qui permet d'accéder véritablement à ce qui se passe au voisinage immédiat des racines, puisque ce que vous voyez ici comme abscisse, c'est la distance par rapport à la surface des racines, qui est exprimée en millimètres. Et ce qui est illustré ici, il y a deux courbes. La première qui correspond à un sol en l'absence de plantes, et la seconde où on a essayé de faire pousser des plantes sur ce sol et de collecter le sol à différentes distances des racines. C'est ce qui est représenté par les points rouges ici. Donc dans ce sol-là, on était encore dans un sol acide, modérément contaminé, un cuivre total 185 mg par kilogramme, mais des niveaux de concentration du cuivre en solution, là c'est la concentration en Cu2+, en solution, qui est de 1 micromole par litre. On va voir après sur une autre diapo l'impact que peut avoir une telle concentration sur les végétaux. En gros, c'est létal, hein, ce type de concentration. Donc, la chance, enfin en fait ce qui se passe, heureusement pour ces plantes, c'est que ces plantes sont capables, c'est ce qu'on observe dans la rhizosphère, de diminuer, on le voit au voisinage des racines, de diminuer la concentration en Cu2+, d'un facteur 1000. Et on observe que cette diminution, elle est perçue jusqu'à une distance de pratiquement 5 ou 6 mm de la surface des racines. On a vraiment un effet rhizosphère très très important là, qui va dans le bon sens pour la plante, puisqu'elle diminue, ça ne marche pas à tous les coups comme ça, mais en l'occurrence, le blé dur dans ce sol-là est capable de diminuer de façon considérable la disponibilité du cuivre. Et la raison qui est derrière ça, c'est que cette plante-là, dans ce sol-là, est capable de modifier de façon considérable le pH de la rhizosphère, hein, puisqu'on observe sur ce graphique que dans la rhizosphère, par rapport au sol témoin dont le pH était de 4,7, qu'on a une augmentation très forte du pH dans la rhizosphère, jusqu'à 5 ou 6 mm. C'est vraiment le miroir de l'autre graphique. Et que cette augmentation, elle atteint quasiment 3 unités pH au voisinage de la racine. On est passé de 4,7 à 7,3. Et c'est cette modification du pH qui explique la diminution très forte de la disponibilité du cuivre, de la concentration en Cu2+. Heureusement pour la plante, parce que sinon la plante n'aurait jamais réussi à survivre à des conditions de disponibilité du cuivre aussi élevées. En effet, ça c'est une illustration de cet effet toxique du cuivre, qui est avant tout rhizotoxique, comme pour beaucoup de métaux, avec des concentrations qui sont exprimées avec c'est celles qui sont en blanc hein, qu'il faut regarder, c'est les mêmes unités et la même grandeur que ce que je viens de vous montrer sur le graphe précédent, c'est-à-dire la concentration en Cu2+ en solution. On voit qu'il y a des concentrations qui sont de l'ordre de 0,2 micromole par litre. On a des racines très jolies qui sont allongées, qui ne montrent aucun symptôme particulier. Et puis quand on multiplie à peine par 3 cette concentration, on voit que l'élongation est inhibée, on a une ramification, mais les racines ne s'allongent plus. Et puis quand on passe à une concentration à peine au-dessus de 1 micromole par litre, c'est-à-dire la concentration qu'il y avait dans ce sol, il n'y a plus aucune racine qui pousse. On a même, si on regarde de près, les racines qui sont boursouflées, et si on les coupe, on a les cellules des racinaires qui sont explosées par la toxicité du cuivre, qui empêche, en se fixant sur les parois, l'élongation des racines, des cellules. Donc ça, c'est un effet très connu sur la rhizotoxicité du cuivre, qu'on a mis en évidence ici sur la vigne. C'est le cas d'un porte-greffe de vigne, et qui nous a permis d'illustrer que ces porte-greffes, finalement, sont aussi sensibles que la plupart des espèces végétales, pas plus, pas moins. Simplement, s'ils arrivent à pousser dans des sols qui sont contaminés en cuivre, c'est certainement qu'ils ont la capacité de modifier la disponibilité du cuivre, comme je vous l'ai montré dans le cas du blé dur. Un deuxième exemple que je voudrais vous présenter en matière de biodisponibilité, ça concerne les organismes du sol que sont les vers de terre, qui eux aussi sont capables de modifier le sol environnant. Je ne vous montrerai pas ça, mais je vais vous montrer quelques indices de l'impact du cuivre sur ces vers de terre. En premier lieu, vous montrer que sur une espèce de vers de terre qu'on peut rencontrer dans les sols, qu'on peut avoir une réduction importante de la biomasse de ces vers
lorsque la concentration en cuivre augmente. Alors c'est une échelle logarithmique. Ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est d'illustrer le fait qu'on a une réduction de 50% de la biomasse à une concentration qui est inférieure à 100 mg par kilogramme. Donc des concentrations qui sont très fréquemment rencontrées dans les sols viticoles. Donc un impact potentiel du cuivre sur les vers de terre, comme pour beaucoup d'autres pesticides. Pas seulement sur la biomasse, ici c'est une autre étude, comme il y en a beaucoup plus, et malheureusement celle-ci a été réalisée sur un ver un peu de laboratoire. C'est Eisenia foetida, c'est un ver de compost en fait, donc c'est pas tout à fait représentatif des vers de terre. Mais malheureusement, c'est l'espèce qui est la plus utilisée dans l'homologation, etc. Donc c'est là qu'il y a le plus de références. Et ce graphique-là illustre cette fois-ci l'impact sur autre chose, c'est la maturité, l'arrivée à maturité des vers de terre. Alors il est un peu plus compliqué, mais c'est des doses croissantes, et on voit que quand on va de la dose la plus faible jusqu'à des doses les plus fortes, eh bien on recule l'arrivée à maturité des vers, et puis à la dose la plus forte, il n'y a aucun ver qui arrive à maturité. Donc ça veut dire qu'il y a, au-delà d'un impact potentiellement sur la biomasse, il peut y avoir un impact sur les communautés, en ayant un effet sur l'arrivée à maturité. Ça va conditionner la reproduction de ces organismes. Et puis un dernier exemple, issu de travaux de Daniel Cluzot et Rémi Chaussot en Champagne, qui date déjà de pas mal de temps, réseau Viti 2000, qui avait montré que l'abondance des vers de terre diminuait assez drastiquement lorsque la teneur en cuivre disponible augmente dans les sols, avec un espèce d'effet seuil, une espèce de valeur magique. C'est assez étonnant, mais c'est ce qui ressort de ce graphique, aux alentours de 30 mg par kilogramme. Dans la même étude, il y a quelque chose de frappant, c'est qu'il a été montré que la biomasse microbienne présentait finalement un peu le même comportement, c'est-à-dire au-delà de cette valeur seuil de 30 mg par kilogramme, il y avait clairement des impacts sur ces deux indicateurs de la qualité des sols. Alors, la difficulté dans ce type d'études, c'est que en viticulture, on n'utilise pas que du cuivre, on utilise plein d'autres pesticides, il y a d'autres pratiques, notamment le labour, qui peuvent avoir des impacts sur les vers de terre. Donc c'est quand même toujours difficile de s'assurer que ce qu'on voit ici, c'est vraiment un effet direct du cuivre, mais en tout cas, ça le suggère fortement. Ça m'amène à la toute dernière partie là, de mon topo. Au-delà de la biomasse microbienne, les micro-organismes assurent des fonctions, et donc là, il y a une fonction importante dans les sols, la nitrification, où il a été montré que lorsqu'on augmente les doses de cuivre, c'est le cuivre total, là, cette fois-ci dans le sol, on a une diminution significative de la nitrification potentielle dans les sols. Donc un impact finalement sur des fonctions qui, d'un point de vue agronomique, sont importantes. Et puis je rebouclerai pour finir sur cette diapo que j'aime bien, de nouveau sur le réseau de mesure de la qualité des sols, qui a permis de mettre en évidence que la biomasse microbienne dans les sols de vignes et de vergers, ils sont confondus ici dans cette analyse statistique, est significativement inférieure à la biomasse microbienne qu'on rencontre en grande culture. Elle est évidemment inférieure à ce qu'on rencontre en prairie ou en forêt, ça c'est moins surprenant, mais elle est inférieure significativement à ce qu'on rencontre en grande culture. Alors il ne faut pas faire directement le raccourci, c'est tentant, mais de relier ça aux pesticides, il peut y avoir plein d'autres causes derrière. Mais il y a quand même des faits qui sont très clairs et qui nous posent question. Donc en conclusion, les sols viticoles sont indéniablement contaminés en cuivre. Ce ne sont pas les seuls, on utilise le cuivre dans d'autres conditions en agriculture, et puis pour d'autres raisons, d'autres sources que les pesticides. C'est quand même la source principale. Le cuivre a des effets phytotoxiques avérés. On l'a vu sur le blé dur, donc ça pose problème dans les régions où on a remplacé la vigne par d'autres cultures. Mais dans le cas de la vigne elle-même, il y a finalement assez peu d'évidence, il y en a eu, notamment dans le Bordelais, d'impact du cuivre sur notamment des jeunes vignes, des plantiers, en sol acide en particulier. Mais surtout, il y a un effet possible sur l'ensemble des organismes du sol, la faune, les micro-organismes, et donc il est important dans le futur d'essayer de poursuivre l'effort qui a été fait ces dernières années, d'utiliser le cuivre de façon plus parcimonieuse, le cuivre et les pesticides, et d'essayer de trouver des alternatives à l'usage des pesticides. Voilà, je vous remercie.